Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce cours 13, finalement le dernier cours de la session vu qu'on a une session un petit peu écourtée. Je vais essayer de faire un cours COURS un petit peu plus court COURT pour la simple et bonne raison là, que je veux vous laisser du temps au maximum pour faire votre révision pour l'examen final évidemment. Je vais vous donner les consignes si ce n'est pas déjà fait, je vais vous donner les consignes dans le forum pour comment ça va fonctionner. En gros, ça va fonctionner de pas mal de la même façon que la mi-session. Donc, je vous laisserai les questions d'avance probablement le lundi dans le Léa et vous aurez juste à aller chercher donc les questions, à y répondre et à me remettre tout ça avant minuit la dernière journée. Donc, nous, le cours, c'est le vendredi. Vous aurez jusqu'au vendredi. Vous n'avez pas d'excuses pour des retards et ou autres, évidemment. Donc, félicitations, vous êtes passé au travers, vous avez survécu à votre troisième session à distance avec des modes opératoires qui changent et qui évoluent. C'est pour ça que j'ai essayé d'être un petit peu plus stable là, au niveau de ma façon de faire cette session-ci. On a beaucoup, dans la dernière année, on a beaucoup essayé des affaires. Là, je voulais vraiment vous permettre d'avoir une certaine stabilité. J'espère que ça a fonctionné pour vous. C'est sûr que c'est différent que de vive voix, mais il faut faire avec. Donc, le cours aujourd'hui est sur la diversité sexuelle. Pourquoi j'ai gardé ça? Parce que normalement, le cours 14, ça aurait été sur le mouvement sur l'environnement. Sujet très pertinent, très intéressant et que j'adore. Mais je trouvais ça plus intéressant de garder le cours sur la diversité sexuelle parce que dans notre bloc 3, ça rejoint vraiment le combat des femmes, nos deux cours d'avant, le mouvement féministe. Parce que donc, c'est la liberté de gens qui veulent être eux-mêmes, tout simplement. C'est pas une grosse exigence. Et pourtant, c'est étonnant. Ça a l'air qu'il faut se battre beaucoup pour être nous-mêmes. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai gardé plus ce cours-là que le cours sur l'environnement. C'est comme ça. Malheureusement, vous ne l'aurez jamais. Mais c'est pas grave. Je pense que vous êtes quand même pas mal au courant du dossier de l'environnement. Nos générations actuelles, là, on en parle beaucoup. On s'en fait dire beaucoup là-dessus aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Euh, Comme la semaine passée, avec mon cours de mon collègue à l'UQTR, j'ai décidé de vous inclure une vidéo au début. Donc, si vous ne l'avez pas regardé encore, allez commencer avec ça. C'est une vidéo c'est un lexique en fait. C'est vraiment une explication de c'est quoi la communauté de la diversité sexuelle, donc LGBTQ+, là, et tout ça. Je m'étais dit que je pourrais vous faire ça en début de cours, puis ensuite je me suis souvenu, là, j'ai déjà donné les cours d'éducation à la sexualité dans certaines écoles. Quand j'étais dans une école juste de filles à Sherbrooke, j'avais donné ce cours-là sur la diversité sexuelle, puis j'étais tombé sur une vidéo fait par Fierté Montréal, la Fierté Gay, donc le quartier gay de Montréal. Pas juste le quartier gay, là, il y a des gays ailleurs, mais l'épicentre, c'est le quartier gay. Je me suis dit pourquoi je referais ce travail-là alors qu'il a été très bien fait par quelqu'un d'autre et ça vous donne un break de moi par la même occasion, c'est pas mauvais, c'était ça l'idée avec les exposés oraux et le vidéo de la semaine passée aussi. Donc c'est vraiment là, c'est un lexique pour que vous compreniez toutes les facettes différentes, les noms différents que vous pouvez entendre quand on parle de la diversité sexuelle. C'est bien fait, c'est divertissant, le gars est quand même funny, fait que je vous conseille d'aller regarder ça en premier, ça va aider aussi là, les quelques thèmes qui pourraient accrocher au courant de l'exposé d'aujourd'hui. Donc vous y avez accès soit en cliquant dans le prédit, c'est la première bulle, soit en allant, je pense que je vais probablement vous le mettre là, parce que j'ai tendance à essayer d'être sympathique. Je vais vous mettre le lien YouTube directement dans le forum également. Donc je vous conseille personnellement de commencer par cette vidéo-là, il n'est pas très long. C'est quelques minutes seulement, mais ça va vous aider à placer les choses pour aujourd'hui. Donc, je commence aussi là, avec une petite mise en situation. Là. Je voulais vous parler du mouvement gay, diversité sexuelle, parce que c'est plus juste les gays à cette heure. At large, là, vous m'excuserez l'anglicisme, mais je me rends compte en fait que c'est très 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 large. Et en faisant des recherches, parce que ça c'est un sujet que je suis très à l'aise d'en parler, c'est pas du tout tabou pour moi, mais je ne suis pas pas expert de ce sujet-là non plus, l'histoire du mouvement de la diversité sexuelle. Donc, j'ai travaillé pas mal pour compenser, c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait énormément de stock, comme d'habitude, à vous dire. Euh,
Mais je me suis rendu compte, et ça c'est une chose que je voulais vous souligner, que le Québec spécifiquement et le Canada, on est quand même un des pays pionniers, un des pays avant-gardistes sur le plan de la liberté pour les gens de la diversité sexuelle. Donc je me suis vraiment concentré, j'en ai pas fait beaucoup de cours Québec-Can cette session-ci. Là je vais me concentrer un petit peu plus là-dessus. Mais avant ça, donc je voulais vous présenter rapidement hein, la situation aux États-Unis, mais je le ferai pas moi-même une fois de plus. Je vais vous proposer donc un film parce que ça vous commencez à me connaître là, vous le savez, j'aime bien les arts en général. J'ai complètement oublié avec la charge de travail que j'ai cette session-ci, mais dans le cours sur l'esclavagisme et tout ça, je voulais vous mettre, j'avais sorti normalement en classe, là, je vous fais écouter une toune de rap, une toune de folk, puis une toune d'heavy metal sur justement l'esclavagisme, la place des Noirs dans la société, donc comment ça influence encore aujourd'hui les arts. Ben là, je vous ai présenté un film sur les femmes à la fin du dernier cours. Là, je vous présente un film sur le mouvement des homosexuels, là, c'est spécifiquement les homosexuels aux États-Unis. Ça s'appelle Milk, donc Milk comme du lait, oui, mais c'est pas ça la référence. La référence, en fait, c'est que le monsieur, c'est une biographie une fois de plus, le monsieur s'appelait Harvey Milk, donc Milk c'est son nom de famille, et c'est le réalisateur Gus Van Sant que j'adore, qui a fait vraiment plein de bons films, qui est souvent des films engagés par la même occasion. Là. C'est lui qui a fait des films sur, entre autres, le film Elephant sur les tueries dans les écoles là, au secondaire aux États-Unis et tout ça. Donc il y a plusieurs sujets comme ça où il est impliqué au niveau politique. Le film Milk, donc, est paru en 2008. C'est un film sur les années 70 en fait, parce que Harvey Milk, c'est le premier homme politicien homosexuel qui s'affiche homosexuel. Attention, il y en a probablement eu avant lui, mais qui s'affichait pas. Qui s'affiche homosexuel et qui va défendre, c'est le premier porte-parole de la cause homosexuelle aux États-Unis, qui va être élu par la même occasion et qui va pouvoir donc brasser et changer les choses pour eux. C'est un très bon film, je vous le conseille personnellement, ça fait, encore, je reviendrai pas sur le divertissement, la preuve, ma bouche ne veut pas que j'y revienne, et c'est avec Sean Penn, là, donc laissez-moi juste arriver à la diapositive. La voici donc, Monsieur Sean Penn avec le film Milk. Si jamais vous le recherchez sur internet, vous saurez de quoi ça a l'air l'affiche. C'est un bon film là, quand même à écouter une fois. Là. Je ne dis pas d'écouter ça en boucle, mais c'est quand même intéressant. J'embarque sans plus tarder parce que j'ai essayé de faire ça court et ça marche déjà pas sur donc notre histoire de la diversité sexuelle au Québec et au Canada. Mais en faisant mes recherches pour le support visuel, donc je suis tombé sur cette caricature que j'adore. 30 ans que l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie. Attention, aujourd'hui on est plus autour de 50 ans, là, la caricature date un petit peu. Qu'en pense le père de la médecine? On était au courant déjà en moins 400 avant Jésus-Christ. Donc, vous le savez probablement, mais je le répète, hein, l'homosexualité n'est pas du tout tabou dans les sociétés antiques. Elle est acceptée comme les autres sexualités, hein, parce qu'il n'y a pas juste l'hétérosexualité et l'homosexualité, il y en a bien d'autres, dont certaines avec des débats éthiques, hein, comme la zoophilie, entre autres. Là, je rentre pas, je vous laisse aller votre imagination si vous voulez y aller, là, mais je rentre pas dans ces détails-là. Il y a de la nécrophilie. Nécro, c'est nécrologie, hein, c'est les personnes mortes. Oui, ça existe. Donc, l'humanité est incroyable dans sa curiosité, je vais le dire comme ça. Je ne rentrerai pas dans tous ces détails-là parce que je ne connais pas ça, mais c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas juste deux sexualités dans la vie, soit hétéro, soit homosexuel. Il y en a bien d'autres. Vous en parlerez plus, ben, on aurait pu en parler en de vive voix, mais vous en parlerez avec vos profs de philo là, si ça vous tente. Il y a des très bonnes conversations à avoir sur ce genre de sujet-là. Oui, tiens, je vous la fais. Vous êtes plus vieux, je vous la fais cette anecdote-là. J'avais une amie quand j'étais moi-même au cégep à votre place. Je sais pas si c'est vrai ou si elle nous avait raconté ça juste pour nous divertir, mais je vous le raconte quand même. Il y avait, donc là c'est l'ami d'une amie, là, ça fait très cliché comme histoire, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Mon ami me disait donc que son amie à elle avait été contactée par un médecin parce que il y avait une personne avec qui elle avait eu une relation sexuelle qui s'était fait tester par son médecin et elle avait une maladie vénérienne.
Le problème, c'est que cette maladie vénérienne-là, elle venait d'un champignon par quelqu'un qui pratiquait la nécrophilie. Donc, là, je vous laisse aller, je rentre pas dans les détails encore une fois, mais donc, une personne avait eu une relation sexuelle avec quelqu'un de décédé. Là. Je sais que c'est bizarre à dire, mais je le dis puis je trouve ça étrange, là. Mais il y a des gens qui font ça, ça a l'air. Elle avait contracté évidemment donc un champignon, une maladie vénérienne à cause de ça parce que c'est une personne décédée. En tout cas, je vous le conseille pas, vous faites ce que vous voulez de votre vie, là, mais je trouve ça un petit peu intense avec les moyens d'internet qu'on a aujourd'hui. Et donc, en ayant par relation sexuelle interposée, les personnes s'étaient faites contacter par le médecin parce que ils étaient peut-être porteurs de ce genre de choses-là. Donc, protégez-vous. Hein, le message à travers tout ça, c'est protégez-vous. Vous savez pas c'est quoi l'histoire et le vécu des autres avec qui ça dépend. Là, si c'est votre conjointe depuis des années. Et encore là, des fois, on a des surprises. Hein, l'homosexualité, justement. Il y a des gens qui sortaient du placard après 20, 30, 40 ans de vie commune dans un couple. Donc, faites attention à vous. C'était ça le message de base, même si ça fait vraiment une introduction de cours très bizarre. L'homosexualité, là où elle est devenue vraiment tabou, c'est dans la religion catholique. Donc, ça prend vraiment un papa, une maman, et le couple, c'est pour avoir des enfants. Donc, c'est là qu'on a démonisé, hein, qu'on a vraiment rendu malveillant l'homosexualité. C'était considéré comme une maladie mentale. Hein, c'est pour ça que j'ai mis à côté de ma caricature le plaster là, sur le drapeau de la fierté gay. Là, parce que les gens pensaient vraiment que c'était une maladie qu'il fallait guérir, qu'il fallait patcher avec des pansements puis des traitements chimiques, des trucs enfermés en hôpitaux psychiatriques et compagnie. Là, c'était très, très, très intense. On pouvait se faire arrêter, être jugé pour grossière indécence publique et être envoyé en prison là, parce qu'on se tenait par la main entre conjoints de même sexe sur la rue. Là. Donc c'est quand même quelque chose d'intense. C'est pour ça aussi, je vous rappelle les Gouines rouges hein, que je vous ai mentionné la semaine passée. C'est pour ça aussi que ces genres de combats-là ont eu lieu dans les années 70 à ce moment-là aussi. Donc, tout ça pour vous dire que c'est simili récent quand même que l'homosexualité est mal. Ça n'a pas toujours été le cas dans les sociétés humaines et c'est pas le cas partout dans les sociétés humaines sur la planète malgré le christianisme. Donc, juste vous avertir que c'est pas vrai, c'est pas une norme que l'homosexualité c'est mal. C'est une conception, c'est une question d'éducation. Je suis fatigué avec ça, hein, mais c'est ça pareil. Donc, jusqu'en 1969. Et là, je vous l'ai dit, hein, là, je vais être vraiment dans du contemporain. C'est difficile pour un historien de faire ça. Mais c'est vraiment, c'est des dates excessivement récentes. 1970, c'est probablement, là, vos parents étaient déjà nés, là, probablement à cette époque-là, où ils étaient en train de naître pas loin à ce moment-là. Donc, c'est vraiment la longueur de la vie d'une personne qui est encore en vie probablement aujourd'hui, qu'on est en train de voir parce que c'est des combats qui sont très, très, très récents dans nos sociétés. Après 1970, donc, on a le beau bonhomme ici, M. Pierre Elliott Trudeau, et oui, le père de Justin, M. Justin Trudeau, qui va donc en 1969 enlever l'homosexualité comme un crime donc passible de prison. Et la raison, c'est vraiment, donc vous le voyez, l'État n'a pas sa place dans la chambre à coucher de la nation. Il faut faire attention ici, c'est pas seulement, oui c'est un gain pour les gens homosexuels absolument, là, mais c'est pas juste pour la communauté gay, c'est vraiment dans l'air du temps. Il y a plusieurs gouvernements qui font ça là, en France, aux États-Unis, en Angleterre, entre autres. C'est ceux que je connais, je peux pas vous parler de ceux que je connais pas. Mais il y a vraiment donc une séparation de l'Église et de l'État, hein, vous le savez, Révolution tranquille et ainsi de suite. On a vraiment une séparation et de plus en plus, donc les mœurs personnelles, hein, la religion, les relations sexuelles, le couple et tout ça, ça se distancie vraiment de l'ingérence petit à petit du gouvernement. Donc Pierre Elliott Trudeau, qui a ses bons coups, comme celui-ci, mais qui a aussi des mauvais coups. Hein, la crise d'octobre 70, envoyer les militaires à Montréal et tout ça, c'est un autre aspect. Je ne rentre pas là-dedans, vous l'avez vu ça déjà par le passé. En 1971, on va donc, hein, suite à cette déclaration de Trudeau, avoir la création du premier regroupement d'homosexuels. Ici, je vous présente le regroupement de Saskatoon parce que c'est l'image que j'ai trouvée, puis je trouvais ça joyeux pour pas faire de mauvais jeux de mots de ce côté-là. Là, je veux vraiment pas, attention, là, je veux vraiment pas offusquer personne. Là. Je me trouve juste drôle à jouer avec les mots tout le temps, puis c'est facile avec cette thématique-là. Il va y avoir donc le FLG, donc le Front de libération des gays
qui va se créer en 1971. C'est dans l'air du temps, encore une fois, hein, le Front de Libération, le FLQ, hein, vous connaissez et tout ça. Donc, il y a le FLN en Algérie qu'on a déjà parlé. C'est vraiment dans la dialectique du temps de parler de ce genre de regroupement-là. Mais après qu'il y a eu le FLQ qui va se créer, donc, oui, FLG, excusez-moi, le FLG qui va se créer, il va y avoir donc des groupes comme ça qui vont se créer un petit peu partout, dont à Saskatoon. J'ai pas trouvé d'exemple au Québec et en Ontario. Ça inclut les autres communautés. En fait, je trouvais ça intéressant de vous montrer que c'était un phénomène un petit peu pan-canadien aussi, ce mouvement pour les gays, là. On a aussi donc c'est pas, excusez, c'est pas parce que c'est un gain qui se fait au fédéral que c'est un gain qui est acquis dans le quotidien. Donc regardez, hein, les gays contre-attaquent. J'adore, c'est probablement en lien avec aussi la sortie de Star Wars dans ces années-là. Donc 1976, 200 gays vont se faire emprisonner pendant et avant les Jeux Olympiques. J'explique pourquoi, hein, parce que ça n'a comme pas rapport. En fait, le maire Jean Drapeau, hein, vous connaissez peut-être si vous allez à Montréal prendre le métro, tout ça, il y a la station Jean Drapeau. C'est le maire de Montréal à l'époque des Jeux Olympiques. Et il va, là, je m'excuse, c'est son terme à lui, c'est pas le mien, là. Mais avant les Jeux Olympiques de 1976, avant de recevoir la communauté internationale à Montréal, des athlètes de partout dans le monde, il va lancer une grande campagne et il l'intitule comme ça de nettoyage de Montréal. Et ils vont donc, les policiers vont vraiment faire donc des razzias. Là. C'est vraiment, ils rentrent dans des places, dans des bars, dans des lieux qui savent qu'ils sont fréquentés par les gens de la communauté de la diversité sexuelle et ils font des arrestations totalement arbitraires. Ils sont arrêtés sur le simple fait d'être gays, malgré le fait que ça a été décriminalisé. Ils vont faire la même chose avec les itinérants, ils vont faire la même chose avec bien des gens dans la société, des immigrants de certaines nationalités spécifiques. C'est atroce, là, mais ils veulent vraiment que Montréal paraisse bien devant la communauté mondiale. Et ça va donc amener ce genre d'exaction-là. C'est absolument atroce, mais c'est la réalité, c'est ça qui va se passer. Donc, ça va vraiment créer un soulèvement dans la communauté gay et dans la communauté hétéro aussi. Il y a des gens qui vont les soutenir hein, parce que ça a été décriminalisé. Normalement, le gouvernement n'a plus le droit de s'ingérer pour cette raison-là dans la vie des gens. Donc, il va y avoir une grosse manifestation, là, au-dessus de 2000 personnes qui vont manifester pour les libérer. Et comme les itinérants et comme les autres, c'est encore une fois très sale, mais au lendemain des Jeux Olympiques, quand les gens sont repartis dans leur pays, ils vont relibérer tout ce monde-là, les laisser retourner vivre dans la rue au lieu de leur donner des abris pour les itinérants et compagnie. Fait que c'est vraiment... c'est un exemple sale. Là. Jean Drapeau, il est reconnu pour les gros travaux hein, qui ont été faits à Montréal et les Jeux Olympiques et l'exposition universelle et compagnie. Là. Il y a eu des très bons coups médiatiques au niveau mondial. Et oui, ils ont mis le Québec sur la map comme ça, mais il y a toujours le côté obscur pour ce genre d'événement-là, que ce soit même chose à Sochi avec les Jeux Olympiques de Sochi en Russie il y a quelques années. Ils ont fait la même chose, ils ont fait un gros nettoyage de la ville. C'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose de dégueulasse, mais c'est quelque chose... on est de même apparemment, les humains, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Je continue donc, je fais un petit bond dans le temps. 1990, il y a quelques affaires qui se passent entre ça, là, mais pas tant que ça. Il va y avoir donc le retrait de l'homosexualité sur la liste des maladies mentales. 1990, la gang, là, réalisez ça. Et là, ça devient difficile de dire non parce que c'est quand même l'Organisation mondiale de la santé. Si vous regardez le sigle à côté, hein, donc le serpent puis la canne, c'est vraiment le symbole des médecins hein, depuis l'Antiquité grecque. Vous l'avez vu sur ma caricature tout à l'heure. Mais l'autre, là, le laurier et la map monde, d'une certaine façon, qui est en arrière du serpent, ce sont les sigles de l'ONU. Hein, donc, pour le Canada, qui est un des fondateurs de l'ONU et qui est un des pays qui est très actif dans l'ONU, c'est très difficile de renier ce genre de directive-là parce que ça vient donc de la coopération internationale. Donc, à peu près tous les pays européens et nord-américains vont embarquer dans ce mouvement-là parce que ce sont eux les principaux agents de l'ONU. La Chine et compagnie vont être beaucoup moins enclins à embarquer dans ce genre de directive-là.
1990, ça va emmener aussi, quelques années plus tard, le gouvernement canadien à faire la même chose, donc à enlever l'homosexualité comme critère de discrimination. Parce qu'en 1982, il y avait eu un projet de loi, une proposition de loi qui disait il faudrait enlever, depuis 69, l'homosexualité n'est plus un crime, il faudrait enlever l'homosexualité comme un facteur de discrimination dans la société. Parce que oui, si tu étais un homosexuel affiché, tu pouvais être refusé dans des emplois, tu pouvais être refusé dans des magasins et tout ça. C'est une réalité, là. C'est encore une fois difficile peut-être pour nous de le concevoir parce qu'on n'est pas dans ce genre de société-là, mais c'était quelque chose de fréquent, là. Et donc en 82, le projet de loi avait été refusé. Et après 1990, donc ça va être reproposé. Et là, ça va passer en 1995 parce que le Canada n'a pas le choix. Sur la scène internationale, ça a été accepté que l'homosexualité n'est pas une maladie mentale, n'est pas un problème. Donc, il faut vraiment concrètement la décriminaliser, là, pas juste le titre de 1969, là, mais vraiment laisser les homosexuels être des citoyens à part entière. Encore une fois, c'est difficile à catcher, mais 90-95, ça fait 20 ans, là, 25 ans à peu près. C'est vraiment pas loin dans le temps. Donc, gros jalon 1990, c'est vraiment la date importante. Je suis encore une fois très subtil. 1990, enlever comme une maladie mentale, c'était vraiment considéré comme ça avant. Là, ça ne l'est plus. Ce sont des gens comme nous, comme vous et moi, et comme tous les autres d'ailleurs. Ah tiens, quelle révélation, on a besoin de se le faire dire pour le comprendre. C'était encore une fois un petit peu étrange. Mais bon, c'est comme ça les humains. Donc, 1995, je vous l'ai dit, la Cour suprême va vraiment donc enlever la maladie mentale de son motif là, de discrimination des homosexuels. Excusez-moi, je cherchais mon mot discrimination. Ça s'appelle l'arrêt Hagan. Hagan, c'est le politicien qui va le proposer, cette loi-là. Et en 95, ça va passer. En 99, on va... Là, excusez-moi, j'ai trouvé une image, mais j'ai réalisé après que j'ai fait l'erreur. C'est vraiment en 99, donc on accepte les conjoints de même fait. Donc, des conjoints de fait de même sexe. Excusez-moi, tabarnak, j'ai de la misère aujourd'hui, je m'excuse. Mais il n'y a pas les enfants, c'est ça mon erreur avec ma caricature. Donc ce serait vraiment juste seulement les couples homosexuels, que ce soit hommes ou femmes. Ils sont acceptés dans la société, mais il n'y a pas les enfants encore, pas tout à fait. Ce n'est pas accepté. Mais en 1999, encore une fois, très 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 récent, il faut que je vous le mentionne parce que c'est très important, c'est au Québec qu'en 1999, on accepte les couples de même sexe en couple ensemble. Et le Québec est le pionnier mondial. C'est la première fois au monde que c'est légalisé, que c'est accepté socialement, les couples de même sexe. 1999. Donc, en tout cas, moi, ça me flabbergasse, là, mais c'est peut-être juste moi qui trouve ça intense. Là, mais c'est très, très, très récent là, pour notre histoire à nous. C'est un combat qui est encore à mener, évidemment, parce que vous vous en doutez, 20 ans après, là, ça n'a pas si bien évolué que ça encore dans les mentalités générales. 2002 ensuite, donc le 2000 à nos jours, 2002, là on va vraiment donc embarquer dans une loi qui établit vraiment une nouvelle règle pour la parentalité. Les couples de même sexe peuvent vraiment avoir des enfants, donc vous le voyez sur l'image qui est en haut, parce que c'était comme ça avant. Un papa et une maman peuvent avoir un enfant, mais deux mamans ensemble, c'était denied, dénié, renié, refusé, je me complique la vie, et c'était refusé d'avoir un enfant. Là, en 2002, on a vraiment un changement dans les mentalités. Donc, ils ont le droit d'arriver à poser une candidature d'adoption. Je le mentionne là parce que je ne l'ai pas encore mentionné. Là, vous allez voir sur mes photos, j'essaye toujours d'avoir soit des caricatures, soit des dessins, soit des gens de dos comme ça. Là. Le but, c'est que je ne veux pas pointer des gens du doigt, je ne veux pas faire des stéréotypes, je ne veux pas créer de fausses impressions. Fait que j'essaye vraiment de rester dans le neutre à ce niveau-là parce que c'est encore un sujet qui soulève les passions étonnamment, au lieu de laisser juste les gens vivre leur vie. Mais c'est pour ça que j'ai ce genre d'image-là aujourd'hui versus le reste là, avant dans la session que c'était peut-être un petit peu plus démonstratif, là, je vais dire comme ça.
Donc 2002, grand changement, un changement très important quand même à ce niveau-là. Et on a aussi un autre jalon important en 2002. Il y a un jeune élève de secondaire 5 qui va, je pense que c'est en Ontario si je me souviens bien, il va intenter un procès contre son collège, c'est un collège privé catholique, donc c'est mené par des religieux, et il va emmener son propre collège devant les tribunaux parce que le tribunal refuse qu'il vienne à sa graduation, hein, son bal de finissant, avec son conjoint. Donc, vu que c'est des catholiques, sont généralement, là, je ne veux pas offusquer les croyances religieuses de personnes, il y a des bonnes personnes partout, il y a des gens avec l'esprit fermé partout, mais généralement, donc, les gens de la religion catholique sont plus conservateurs en moyenne que les oufs du quotidien. Donc, il refuse catégoriquement qu'il emmène son conjoint homosexuel avec lui pour le bal. Et la Cour suprême du Canada va trancher et va dire, vous le laissez aller avec son conjoint à son bal, il a le droit. C'est libre à chacun. On n'a pas à s'ingérer dans les relations amoureuses des gens, ce qui est une très bonne chose de la part de la Cour suprême du Canada. Mais donc 2002, là, on voit vraiment quand même des actions concrètes là, pour le droit des homosexuels qui est vraiment dans le quotidien. C'est d'ailleurs aussi en 2002 qu'on voit, à cause de ce cas-là, hein, dans une école, qu'on voit vraiment commencer un nouveau combat, le combat sur l'homophobie dans le milieu scolaire. Ça va commencer à faire les manchettes un petit peu plus. Vous en avez probablement entendu parler quand vous étiez au secondaire de ça, parce qu'on a plusieurs problèmes. On va donc commencer à vraiment là, à entamer. On était dans... Excusez, je repars avec l'idée complète. On était dans la décriminalisation de l'homosexualité. Donc, on donnait plus de liberté aux homosexuels. Et là, à partir de 2002, c'est les cas qu'on vient de voir, là, le tribunal avec l'élève, eh bien, on va tomber dans une autre dynamique. Là, les homosexuels, avec le droit à la parentalité, avec le droit d'être dans des couples en union libre ou conjoint de fait, le fait d'avoir, donc, de ne plus être considérés comme des criminels dans la société, ils ont acquis les mêmes libertés, à part la violence quotidienne que je vous ai présentée avec le féminisme la semaine passée, qui est encore l'objet pour les homosexuels dans notre société. Ils ont acquis normalement, là, au niveau légal, les mêmes libertés que tous les autres dans la société. Et là, à partir de 2002, on voit un changement dans les mentalités. Dans le combat pour le droit des homosexuels. On n'est plus dans l'acquisition de liberté, mais on est dans le combat à l'homophobie. Donc, on se penche plus sur les homosexuels, mais on se penche sur ceux qui dérangent, qui accusent, qui font des actes de violence contre les homosexuels. Donc, en 2004, on a vraiment le premier code de loi qui va dire la propagande haineuse, donc que ce soit la propagande religieuse, hein, là, ça vous en avez probablement entendu parler avec la phobie de l'islam et tout ça ces temps-ci, le fait de faire de la propagande haineuse là, donc, sur Internet, si on est un djihadiste ou qu'on dit là, les gens d'Occident méritent de mourir, tout ça, ben, on peut se faire arrêter parce que on encourage la violence, on encourage la haine. Ben, c'est la même chose avec l'homosexualité. Donc, il va y avoir des lois qui vont être passées en disant si on fait de la propagande, c'est-à-dire qu'on s'exprime sur Internet ou dans la vraie vie, en disant les gays ne devraient pas exister, ils devraient se faire soigner, ci et ça, eh bien là, on commence à devenir passible de sanctions officielles, de sanctions judiciaires contre ces personnes-là. Parce que il y a d'un côté, oui, la liberté, mais il y a aussi d'un côté la violence et la haine que ces gens-là, que la communauté homosexuelle et autres recevaient et reçoivent encore. Donc, on a vraiment ce changement-là qui s'amorce dans les années, au début là, des années 2000, dans les mentalités judiciaires. Attention, encore une fois, parce que ça me vient en tête là, ça me pop en tête là. L'année passée, j'ai des amis qui m'ont raconté ça là. Après un show à quelque part au Québec, je ne nommerai pas où parce que je ne veux pas cibler des régions plus que d'autres là. Il y a un couple, donc c'était un show, les gens ont passé une bonne soirée, écouté la musique et en sortant du bar, le couple, c'était deux gars, sont sortis en se tenant la main, puis eux autres, ils vivaient leur vie, ils étaient heureux, ils avaient passé une bonne soirée et ils se sont fait ramasser, ils se sont fait tabasser sur le simple et unique fait que ils étaient homosexuels, ils étaient un couple gay. Et le gars, celui qui était le plus amoché des deux, dans son témoignage, ce qu'il me disait, c'est que il dit, la dernière chose que j'ai entendue avant de perdre conscience, avant de tomber dans les pommes, c'est « Arrête, tu vas le tuer ».
ça vous donne une idée des conditions dans lesquelles ces gens vivent là. Puis eux autres, ils étaient venus voir un show, ils avaient fait chier personne. En tout cas, ils disent qu'ils avaient fait chier personne, ça je ne sais pas, j'étais pas là. Mais c'est pas une personne belliqueuse, cette personne-là. Fait que juste le fait d'exister et d'être homosexuel, ça les a mis cibles de violence comme ça. Il y a des gens qui ont vraiment rien à faire de leur vie, c'est un petit peu pathétique. Mais c'est pour vous dire que c'est encore une réalité, là. C'est l'année passée, mais en fait, juste avant, un an et demi, là, avant la pandémie. Fait que c'est encore beaucoup, beaucoup d'actualité de ce côté-là. En 2005, finalement, officiellement, la loi sur le mariage est changée. Donc, légalisation du mariage entre les personnes de même sexe. Et le 17 mai, à partir de 2005, je vous mentionne le 17 mai parce que ça s'en vient bientôt. Le 17 mai, donc, devient officiellement la journée du droit des homosexualités et de la fierté gay. Donc, c'est souvent le 17 mai qu'il y a la parade gay à Montréal par la même occasion. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le 17 mai 1990 que ça a été enlevé de la liste des maladies mentales, l'homosexualité. Donc, ils ont repris cette date-là pour célébrer cette décision de l'Office de la santé de l'ONU. Donc, à partir de 2005, c'est encore une fois assez récent, mais ça va vraiment devenir, là, il y a le 8 mars pour les femmes, il y a à peu près toutes les journées de l'année ont une signification spécifique, là, mais le 17 mai, donc pour la fierté de la diversité sexuelle, attention, pas juste les homosexuels, là, mais bien la diversité sexuelle en général. Il va y avoir aussi, donc, dans la même année, un petit peu plus tard dans l'année, la première condamnation d'une commission scolaire. C'est pour ça que je vous ai mis mosaïque. Là, vous aviez peut-être ça quand vous étiez au secondaire. Pourquoi? Ben parce qu'on a vraiment donc, des élèves qui subissent de l'homophobie et la commission scolaire en Colombie-Britannique va être obligée donc, de dédommager ces élèves-là. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'il va y avoir mise en place d'une étude sur l'homophobie. Et c'est probablement pas une nouvelle que je vous apprends, malheureusement, pour ceux et celles qui l'ont peut-être vécu ou qui ont été témoins. Cette étude a été faite dans tout le milieu scolaire. Je vous ai dit aussi que là, on commençait au début des années 2000 à s'intéresser au milieu scolaire. Il va y avoir des tables rondes, il va y avoir des interventions, il va y avoir des études. Et la première étude qui va ressortir vraiment, c'est d'aller au primaire, au secondaire, au collégial et à l'université, faire des études sur les mentalités, sur les façons d'agir, sur ce que les gens pensent et ce que les gens font. Et de cette étude, il en ressort que le paroxysme de l'homophobie, c'est vraiment dans la période du secondaire que ça se retrouve là. Donc, généralement, en vieillissant, on se trouve des intérêts dans la vie puis on a d'autres choses à faire, quoique pas tout le monde. Je vous en ai donné un exemple concret tout à l'heure. Mais on laisse aussi les gens être plus libres généralement en vieillissant parce qu'on comprend que ça ne change pas forcément notre vie à nous. Mais le secondaire, donc, c'est vraiment la période la plus difficile pour les gens qui font partie de la diversité sexuelle. C'est là vraiment qu'il y a le plus de discrimination, d'intimidation et compagnie. Donc, c'est là aussi, à partir de 2005, qu'il va y avoir vraiment les campagnes là, de sensibilisation, les alliés, tout ça, je vais vous en reparler des alliés. Là. Mais donc, tout ce mouvement-là d'aide pour les homosexuels et la diversité sexuelle, parce que c'est aussi souvent, c'est pas pour rien que c'est au secondaire, c'est aussi souvent à cet âge-là, à l'adolescence, qu'on commence à avoir des intérêts sexuels, émotifs et autres là, envers les autres. Donc, au primaire, généralement, c'est des amis et c'est tout. Sauf exception, sauf certaines personnes. Là, il y a des gens plus précoces que d'autres, évidemment. Je fais des clichés, là, je veux pas des généralités, je peux pas rentrer dans les détails. Mais donc, c'est pas pour rien que c'est à ce moment-là que ça ressort. Mais moi, j'enseigne aussi, là, j'enseigne aussi au secondaire, vous le voyez, je me promène pas mal. J'ai un groupe d'autistes au secondaire, c'est important pour moi de garder ça. Quand je me promène dans les corridors, je vois de plus en plus, ça me pop en tête parce que c'est hier soir à 4h quand l'école finissait, j'ai deux demoiselles qui se tenaient la main et qui sortaient ensemble. Et c'est des filles qui sont respectées beaucoup dans leur niveau scolaire. Donc ça change aussi, là. Il ne faut pas croire, parce que là je suis au début des années 2000, là, on est quand même rendu en 2021. Les choses changent avec le temps, c'est quand même de plus en plus accepté, même si ça reste que c'est le secondaire qui est le plus difficile. Ensuite, on continue. 2011, petit saut dans le temps. 2011, premier plan d'action de lutte contre l'homophobie dans le milieu scolaire et également création de la première chaire de recherche sur l'homophobie, donc à l'UQAM.
Si c'est quelque chose qui vous intéresse, oui, c'est un sujet d'étude, c'est un sujet de recherche. Donc, vous pouvez aller faire la chaire attention, là, une chaire d'études, c'est quand vous êtes rendu aux études supérieures. Donc, il faut être rendu à la maîtrise et au doctorat pour faire partie d'une chaire d'études. Quand vous êtes au baccalauréat, vous êtes encore dans un profil dit général. Vous êtes dans une matière, dans un domaine spécifique, mais c'est encore général au baccalauréat. C'est vraiment à la maîtrise et au doctorat qu'on va se spécialiser sur des sujets précis. Donc, sujet sur l'homophobie, donc vraiment là, c'est des recherches poussées sur statistiques et autres, là, et sociales et anthropologiques et philosophiques et tout, sur vraiment pourquoi l'homophobie, comment ça se manifeste, comment on peut le contrer, comment on peut éduquer les gens et tout ça. Donc je trouvais ça quand même intéressant de vous le mentionner si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Oui, il y a moyen de travailler à lutter pour le droit de la diversité sexuelle dans un cadre vraiment académique, là, si c'est quelque chose qui peut être une voie pour vous. Je continue avec vraiment mes moments clés parce que je vois encore une fois que le temps file. Donc je vais vraiment je vais essayer de skipper les détails. Élection donc de Kathleen Wynne. C'est la belle demoiselle qui est vraiment fière devant... Ben, c'est plus une demoiselle à ce moment-là. Mais en 2013, donc, elle est le chef du Parti libéral de l'Ontario et c'est la première femme homosexuelle à être élue au Canada. Donc, c'est la première lesbienne à avoir un poste de haut niveau comme ça dans le gouvernement canadien. Je trouvais ça bien de vous le mentionner parce que 2013, là, c'est il y a 10 ans, là. C'est vraiment très proche de nous. Mais ce que je trouve drôle en même temps, c'est que ce soit nécessaire de le préciser. Qu'est-ce que ça change pour les gens, qu'elles soient lesbiennes, qu'elles soient hétéros, qu'elles soient asexuées? Parce que oui, c'est une sexualité, être asexué, ne pas avoir de désir sexuel, ça existe chez certaines personnes. Donc, qu'est-ce que ça change pour les gens, qu'elles soient lesbiennes et tout ça? Mais c'est quand même une preuve qu'il y a un changement dans les mentalités parce que ce genre de personnes-là, encore une fois, je dis ce terme-là parce que c'est ce que les homophobes utilisent, là, mais n'auraient jamais été élus, n'auraient jamais eu accès à la vie politique comme ça avant, sauf avec un front, c'est-à-dire un faux couple, et ainsi de suite. Parce que oui, il y en a eu ça depuis... Il y en avait en Antiquité grecque, il y en a toujours eu des homosexuels et autres, là, ça c'est certain. Donc, c'est un premier jalon quand même qui est intéressant. Le deuxième jalon, donc, dans la même année, en 2013, c'est le projet de loi C-279. Là, je vous l'ai mis en anglais, là, je m'excuse, mais je vais vous le traduire et vous l'expliquer en français parce que je trouve ça très important. Regardez ma caricature, donc c'est dans les écoles primaires. Il y a les toilettes, le fameux débat sur les toilettes genrées qui a fait qui a éclos pendant un certain temps dans notre société. Donc, c'est quoi concrètement ce projet de loi-là? Ça disait en fait qu'on allait enlever le genre sur les portes de toilettes et les conservateurs sont montés aux barricades en disant si on n'a plus la petite fille puis le petit gars sur la porte de toilette, les jeunes du primaire vont plus être capables de s'identifier, vont plus être capables de savoir qui ils sont. Est-ce qu'ils sont des petits gars, est-ce qu'ils sont des petites filles, c'est-tu correct, c'est-tu pas correct? Bref, un conservatisme excessif. Mon opinion personnelle, c'est assez clair. Comme si c'était vraiment la porte des toilettes qui définissait qui on était dans la vie. Il va vraiment y avoir une grosse montée aux barricades, c'est assez impressionnant, de la part d'une bonne partie de la population. Et ce projet de loi-là n'aura pas lieu. Mais de façon insidieuse, ça n'aura pas lieu aux primaires, parce que la caricature, ce que ça disait en dessous, c'est si ce projet de loi-là passe, ça va se répandre partout dans la société et on ne saura plus qui on est, on sera plus capable d'avoir nos repères. Comme quoi les gens, en tout cas, si ton repère, t'as besoin d'une porte de toilette pour te rappeler t'es qui. En tout cas, je rentre pas là-dedans, même si je suis devant une caméra, c'est difficile de me retenir, vous le voyez. Je vous laisse aller avec vos propres réflexions. Mais suite à ce projet de loi-là et au fait que ça ait été refusé, je l'ai vu dans beaucoup de restaurants, dans des bars, donc dans des lieux qui étaient destinés aux adultes. On voit de plus en plus la fin, en fait, c'est plus genré, les toilettes. Il y a des toilettes avec des urinoirs pour les gars et des toilettes fermées et les gars et les filles peuvent aller dans les mêmes. De toute façon, une autre raison de pourquoi ce bill-là a
été dénoncé par les conservateurs, c'est qu'ils allaient dire ils vont aller avoir des relations sexuelles dans les toilettes, puis il va se passer des affaires croches dans les toilettes. Premièrement, les relations sexuelles, ça fait partie de la vie. Si c'est deux personnes consentantes, qu'est-ce que ça change pour toi? Deuxièmement, les gens y allaient pareil aux toilettes. Je veux dire, à partir du moment où vous sortez dans des bars et que vous sortez dans des lieux publics avec des adultes, vous le savez que ça se passe anyway. Fait que qu'est-ce que ça change qu'il y ait un petit sigle homme ou femme sur la toilette? Je sais pas, je l'ai pas fait quand j'ai fait le support visuel, j'aurais peut-être dû, là, mais il y a vraiment des tenanciers de bars partout, hein, c'est pas juste en Europe aussi, pas juste au Canada et aux États-Unis, là, mais qui ont fait des choses vraiment, vraiment belles, vraiment fantastiques, là, pour dire que c'est pas genré, c'est les deux genres qui peuvent y avoir accès. Il y a des choses super artistiques qui ont été faites pour vraiment donc faire avancer cette chose-là. Ça, c'est une discussion que j'aurais aimé avoir avec vous. Êtes-vous pour ou contre le fait que les toilettes soient non genrées? Je m'excuse là, de rentrer dans ces détails-là, mais on s'entend qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, on fait la même chose aux toilettes. C'est pas mieux, c'est pas pire d'un bord que de l'autre. Est-ce que c'est l'autre côté? Est-ce que c'est le fait d'avoir un espace seulement où les gars peuvent se retrouver entre eux, les filles seulement se retrouver entre elles? Ça, c'est encore un autre niveau que ça me pop en tête là en vous jasant. C'est peut-être une autre justification, mais il y a peut-être moyen d'avoir ça ailleurs dans la société. Bref, vous le voyez, c'est tous des cheminements, tous des questionnements qu'il faut qu'on aille en tant que société. Et c'est en tout cas, je vous laisse aller, je rentre pas plus dans les détails que ça, j'en ai assez fait. 2017, hein, donc c'est il y a 5 ans seulement, Julie Lemieux, la première mairesse donc transgenre qui a été élue. Je m'excuse, j'ai perdu la date, j'essaye de les retrouver rapidement dans mes notes. J'ai perdu la date, mais quelques années avant, hein, je pense 4-5 ans avant maximum, la transsexualité, donc le fait d'être né homme et de s'afficher en tant que femme, donc le fait d'avoir des attributs des deux... là, je parle pas d'androgynie. Androgynie, c'est avoir l'air des deux sexes en même temps. Là. Je parle bien de transsexualité, donc c'est d'être né homme ou femme et de changer de sexe, soit en apparence, soit de façon chimique et par opération chirurgicale. Oui, vous pouvez changer de sexe de façon chirurgicale. Ça a été rajouté hein, dans la liste des motifs au Canada que c'est interdit de faire de la discrimination, soit de logement, soit d'emploi, soit de la violence verbale et haineuse, tout ça. Donc, les transgenres ont été inclus dans ça. Là, je rentre pas dans les détails parce que je suis pas expert non plus, là, mais oui, vous pouvez changer de sexe avec des chirurgies là, esthétiques. Donc, vous pouvez vous renseigner, si vous voulez, auprès de votre médecin. Je ne suis pas du tout expert de ça. Ce qui est bien, donc c'est un nouveau jalon, encore une fois, 2017, la première personne transgenre, ça démontre quand même une certaine ouverture d'esprit de la part de la population, c'est-à-dire qu'on se boque plus sur le fait que ce soit une personne transgenre, c'est une personne qui est compétente pour faire son travail, ben elle est élue à même titre que n'importe qui d'autre. Et finalement, je veux finir avec mes 2 diapositives, je vais avoir réussi à rentrer dans mon heure, je suis content. Pour vous montrer hein, à quel point c'est récent toute cette histoire-là. Ça avait fait les manchettes, je m'étais promis d'en parler. Le 6 septembre 2018, regardez de quoi ils ont de l'air sur la photo. On s'entend qu'on n'est pas au Québec, là, si vous regardez partout autour. 2018, l'Inde va enfin donc rendre l'homosexualité, décriminaliser l'homosexualité. C'est vraiment un jugement historique. Pourquoi l'Inde en est venue à avoir l'homosexualité comme un facteur pénal, là, pourquoi ils punissaient ça? C'est à cause qu'ils ont été conquis, hein, j'en ai pas parlé de l'Inde dans mes mouvements de colonisation, mais ils ont été conquis par les Anglais en même temps que la Chine, en même temps qu'une bonne partie de l'Asie par les Européens. Et le code criminel indien avait hérité du code anglais la criminalisation donc de l'homosexualité, alors qu'avant c'était quand même très bien accepté dans leur société. Et là donc en 2018, l'homosexualité est redevenue légale, hein, si j'ose m'exprimer ainsi, comme si les gens attendaient d'avoir le droit avant de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est quand même c'est important parce que les gens peuvent se déplacer librement à ce moment-là. C'est vraiment c'est il y a 3 ans, là. C'est vraiment très, très, très récent. D'ailleurs, c'est dans ces mêmes années-là hein, qu'il va y avoir différentes avancées, je vais finir par le dire. On a quand même encore à ce jour là, 74 pays qui condamnent l'homosexualité par le code pénal. Et il faut le dire, dans ces 73 pays-là, le fait d'être homosexuel peut vous mener hein, soit à l'emprisonnement
et ça peut aller même jusqu'à la peine de mort. Donc c'est quand même quelque chose qui est encore très grave dans certains pays. C'est un combat, je vous ai dit, là, qui est encore beaucoup à mener. Ça dépend des mentalités, ça dépend où dans le monde, évidemment. Et finalement, je voulais finir avec ceci, parce que je trouve ça très important. Ceci est une tapette, c'est une tapette à mouche, évidemment. Donc, le fait de se faire traiter de tapette, ça dénonce, hein, évidemment, toute l'homophobie qu'on peut retrouver. Donc, il y a la ligne Gay J'écoute au Québec. Je vous l'ai dit, on est des précurseurs là-dessus. On a des très bons réseaux de support. Vous pouvez aller téléphoner, marquer téléphone gay ou gay écoute, ou marquer support gay. Peu importe ce que vous marquez dans Google, vous allez trouver des ressources très facilement parce qu'on a un bon réseau maintenant au Québec pour ça. Je finis aussi donc avec ça, c'est important d'en parler parce que c'est de moins en moins, mais c'est des conceptions assez rétrogrades, là, que c'est mal, que c'est un problème mental, que ça peut être guéri. Là. Il y a des campagnes de politiciens qui disent on va guérir avec des produits chimiques, avec des injections, tout ça, l'homosexualité. C'est des conceptions absolument atroces, mais qui pèsent sur les gens qui vivent cette réalité-là. Donc oui, il y a des alternatives, oui, il y a des gens qui écoutent, et il y a surtout des alliés. Je veux finir avec ça aussi. Si vous n'êtes pas homosexuel, si vous n'êtes pas gay, lesbienne, transgenre et LGBTQ que vous avez découvert dans l'autre vidéo, LGBTQ+, parce que c'est encore plus compliqué à cette heure, vous pouvez être tout simplement un ou une alliée. Ça fait toute la différence. J'en ai parlé dans le combat féministe, j'en parle aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que même si vous êtes hétéro et que vous n'avez aucun intérêt dans ce combat-là, oui, vous pouvez dénoncer, oui, vous pouvez intervenir quand vous êtes témoin d'actes homophobes ou transgenrephobes ou peu importe les termes qui existent à cette heure, je les connais pas, mais vous pouvez faire le choix et ça c'est à tous les niveaux et ça c'est peut-être la leçon du cours au grand complet. On a vu des combats sociaux, on a vu des gens qui revendiquaient leurs droits, qui revendiquaient des meilleures conditions de vie, le droit d'exister pour ce qu'ils étaient réellement, le droit de se diriger, de prendre leurs propres décisions et non pas d'être toujours dirigé par quelqu'un d'autre. Eh bien, vous pouvez en tout temps choisir d'intervenir pour aider ces gens-là. Oui, ça a des conséquences. Oui, vous pouvez vous mettre dans le trouble. Mais est-ce que ça vaut la peine? Ça, c'est vous qui le décidez. Je ne vous donne pas de réponse à ça, évidemment. Mais donc, c'est comme ça, je pense, qu'on fait progresser la société. Parce que si c'est juste les gens qui sont concernés par un problème qui s'en mêlent, c'est souvent des infimes parties. Là. C'est quelques pourcents de la population. Donc ça prend d'autres mondes qui appuient ces mouvements-là. Parce que concrètement, au quotidien, que ce soit un couple hétéro ou un couple gay qui vit dans son appart ou dans sa maison, qu'est-ce que ça change pour toi dans ta maison à toi? Donc, laissez vivre les gens, s'il vous plaît. C'est mon opinion personnelle. Vous avez le droit de ne pas la partager. Mais je ne pouvais pas ne pas finir sur au moins ça. Je vous remercie énormément de votre écoute. Je vous remercie de votre attention tout au long de la session, malgré les conditions particulières. J'espère qu'on pourra se recroiser si vous n'êtes pas déjà parti dans une autre institution. Je vous souhaite la meilleure des chances dans l'avenir. Rappelez-vous que rien n'arrive pour rien, ça prend souvent beaucoup de travail. Oui, ça, oh, mon Dieu, c'était pas prévu, mais je vais faire ça pareil. Je finis sur une citation d'Harry Potter. Oui, j'ose faire ça. Une de mes deux leçons de vie qui viennent des gros blockbusters. La deuxième, c'est dans WandaVision, là, la série c'est tout récent sur Disney+. C'est donc les personnages des Avengers, là, la sorcière rouge et son chum avec la pierre jaune dans le front, là, et qui dit elle est très triste et tout ça, puis elle lui répond oui, mais la tristesse, n'est-ce pas l'amour qui essaye de perdurer dans le temps? J'ai trouvé que c'était d'une philosophie absolument incroyable. Le fait d'être triste d'avoir perdu quelqu'un qui est mort et tout ça, c'est le fait que ton amour pour cette personne-là essaye de continuer à exister. Je trouvais ça absolument fantastique. C'est une très belle façon de voir les choses tristes qui nous arrivent dans la vie. Mais dans Harry Potter, première leçon d'un gros blockbuster, à la fin du Harry Potter 4, à Dumbledore qui va voir Harry et qui dit « Il va être le temps de choisir entre le bien et la facilité. » Donc cette phrase-là, je l'adore effectivement, faire là, vous m'excuserez encore le terme québécois, là, mais faire des petites crosses, faire le mal, faire des actions petites, de la médisance, tout ça, ça peut apporter des gains immédiats et des gains, de l'impression de gain, mais c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus exigeant de faire le bien et de faire la bonne chose dans toute situation.
mais sur le long terme, je pense personnellement que c'est beaucoup plus payant. J'espère que vous aurez ce courage-là, parce que quand on fait le bien, on entraîne les autres à le faire aussi. Donc, je ne suis pas prof de philo, j'aurais peut-être dû. Merci beaucoup. Bonne chance. Salut.